Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Le marché de la montre pre-owned ou de seconde main ou encore d'occasion est en ce moment dans toutes les discussions autour de l'industrie horlogère. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi ce phénomène bouscule toute une industrie, pas seulement d'un point de vue économique, mais aussi tout simplement la façon d'aborder l'acte d'achat de sa montre. Aujourd'hui, ce marché est estimé à 16 milliards de dollars par an, mais le potentiel global, avec toutes les montres dormant dans un tiroir, est estimé à 500 milliards. Pour vous donner un petit peu un ordre de référence, 16 milliards, c'est la taille du marché des montres neuves actuellement. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce marché-là, chaque année, une montre neuve, finalement, ça va aller potentiellement alimenter le marché de la montre de seconde main. Donc dans les années à venir, si ce n'est les mois, on peut considérer que le marché de la seconde main va dépasser le marché de la montre neuve. Il n'y a pas de raison que la tendance s'inverse. En cherchant un petit peu, je suis tombé sur un autre chiffre qui était aussi éloquent. C'était celui de Watchbox, donc un revendeur de montres de seconde main, anciennement Govberg Watches, qui annonce vendre une montre toutes les 9 minutes avec un prix moyen de 13 500 $. Donc on est vraiment, ça donne un petit peu l'idée de l'importance qu'a ce marché, à la fois en termes de panier d'achat, parce que 13 500, ça reste évidemment une grande somme, et aussi une notion un petit peu de rapidité avec une montre qui est vendue toutes les 9 minutes. Alors ça, c'est un acteur américain, même s'il vend dans le monde entier. Et ce qui est intéressant aussi de regarder, ça va être le facteur culturel. On voit que tout ce qui est lié à la montre d'occasion, c'est très populaire et accepté dans les pays anglo-saxons, ce qui explique un petit peu les chiffres évoqués, et moins en Chine, qui est un énorme marché pour l'horlogerie, comme tout le monde le sait, et en Suisse ou même en Europe. Mais il y a des personnes, notamment les plus jeunes, qui vont utiliser toutes ces plateformes de seconde main pour changer de montre très régulièrement. Parce que finalement, ça va être la possibilité d'échanger la montre qu'on porte actuellement ou qu'on porte moins, de l'échanger et de s'en servir comme monnaie d'échange pour acheter une autre montre de seconde main. Et ça fait du sens évidemment d'un point de vue économique. Ça permet, quand on n'a pas nécessairement les moyens d'avoir plusieurs montres, ou tout simplement qu'on le souhaite pas, de pouvoir changer sa montre et de renouveler son plaisir avec une nouvelle montre. Et il y a tout un tabou du prix aussi qui va être changé, parce que contrairement à l'horlogerie traditionnelle, ou plutôt la montre neuve, les prix, eux, vont complètement... la discussion va être tout autre, parce que les prix peuvent tout à fait baisser ou augmenter, et ça, on le comprend très facilement. Si vous avez une montre neuve dont le prix augmente, comme c'est le cas à échéance régulière dans toutes les marques, c'est toujours difficile pour les clients potentiels, parce que les augmentations de prix, c'est toujours 5-10%, donc c'est marquant, c'est pas anodin. Et puis donc c'est dur à encaisser, à accepter, parce que ça fait tout de suite sur certaines sommes, ça augmente très vite. Et à l'inverse, presque pire, j'aurais envie de dire, une baisse de prix, ça peut être très mal interprété imaginez, vous venez d'acheter une montre et vous apprenez que 3 mois plus tard, cette montre a baissé de 7%. Vous êtes évidemment déçu, vous n'avez pas moyen de récupérer votre argent, et ça vous envoie aussi un signal assez négatif sur la valeur de votre montre, tout simplement, ou de la marque de façon plus générale.
Ce qui est intéressant aussi, et je reviens là sur l'aspect échange, c'est que souvent, si vous revendez votre montre et que vous achetez une montre tout de suite derrière, ou enfin vous faites un échange, vous avez un meilleur prix que si vous la revendiez sans acheter. Donc c'est vraiment une tendance qu'on observe de plus en plus de personnes voilà, qui vont changer plus régulièrement de montres, notamment avec des échanges, des trocs, en utilisant ce marché, cette offre de la seconde main. Ce qui est intéressant aussi, ça va être comment la seconde main va changer un petit peu le rapport que les consommateurs, enfin les clients vont avoir avec les montres, parce que ça va être tout de suite moins intimidant d'entrer dans une boutique qui vend des montres d'occasion plutôt qu'une entre guillemets vraie boutique. C'est tout simplement moins intimidant. Et ça constitue donc une excellente porte d'entrée vers l'horlogerie de façon générale. J'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière quand je passais en revue un petit peu les faits marquants de l'année passée, 2019, avec l'expérience que j'avais eue chez Bucherer ici à Genève, rue du Rhône, où ils ont un étage, le quatrième, qui est dédié entièrement à la montre de seconde main. Et l'atmosphère à cet étage est complètement différent de celui qu'on a au rez-de-chaussée, qui est assez traditionnel, qu'on retrouverait dans n'importe quelle boutique, à plus ou moins qui vend des montres neuves. C'est-à-dire que dans une boutique de montres neuves, on a quelque chose de très feutré, c'est le luxe, toutes les montres sont cachées derrière des vitrines, il y a tout aussi des montres qui sont au coffre qu'on ne voit pas, on est quasiment obligé de passer via un vendeur, il y a même des vitrines qui vont se retrouver derrière des tables de vente. Alors j'ai toujours trouvé ça assez étrange parce que c'est des vitrines qui sont pas vraiment accessibles, on va jamais passer derrière une table de vente, encore moins s'il y a un conseiller de vente qui est affairé là-bas avec un autre client. Alors qu'au quatrième étage, il y a certes, alors il y a plus vraiment ces tables de vente, il y a encore des montres derrière des vitrines assez traditionnelles, mais il y a aussi des vitrines un petit peu plus innovantes. C'était ce que je décrivais dans l'épisode précédent, où en fait c'était comme des espèces de pyramides ou plutôt des Toblerones rotatives qui vont bouger, enfin les faces vont changer en appuyant sur un bouton, et il n'y aura pas là de vitre. En fait, on aura accès directement à la montre, donc on sentira plus proche du produit, c'est beaucoup plus accessible. Le lieu en lui-même, c'est une sorte de lounge, bibliothèque un petit peu assez agréable. Donc là aussi, ça reste toujours élégant, un minimum feutré, mais c'est pas aussi imposant, voire même impressionnant qu'une boutique classique pourrait avoir. Et puis il y a aussi toutes les boutiques un petit peu plus traditionnelles qu'on connaît d'horlogerie de seconde main, et là aussi souvent les échanges sont un petit peu plus détendus, et puis c'est aussi important de le dire, souvent le personnel est mieux formé à l'horlogerie, parce que autant même une montre neuve c'est difficile à vendre, autant une montre d'occasion, si on ne connaît pas l'histoire de la montre, son équivalent actuel, l'évolution des prix, etc. Enfin, il y a tout un tas de détails qu'on est obligé de connaître, et la plupart des vendeurs dans ce type de boutique-là sont d'authentiques passionnés. Donc c'est vrai que le marché de la montre de seconde main et les boutiques, pour les boutiques physiques, offrent beaucoup de possibilités, et vraiment sont une très bonne manière d'entrer dans ce monde de la montre mécanique. Et puis il y a aussi c'est pas forcément en opposition, mais il y a aussi tous les revendeurs en ligne. Évidemment, Bucherer sont, par exemple, si on reprend l'exemple, ils ont aussi leur offre, leur offre, et on peut la retrouver en ligne. Mais après, il y a plein de plateformes qui sont lancées en ligne, soit entièrement en ligne, soit qui vont ensuite développer, généralement dans un second temps, une présence physique. Je pense à notamment
Watchfinder, qui est un gros acteur européen connu, qui a commencé en Angleterre et qui a commencé comme une plateforme en ligne, en développant beaucoup de contenu, en stockant énormément de montres. Et puis ils ont aussi un showroom à Londres et peut-être même dans d'autres endroits également. En tout cas, a priori, ils devraient en développer d'autres. Mais voilà, c'est intéressant aussi de voir l'émergence de ces acteurs online, et je pense que c'est eux aussi, d'une certaine manière, qui ont insufflé un petit peu ce vent nouveau et cette vague du marché d'occasion. Et alors sur tout ce marché, encore plus que pour les marques qui vont vendre leurs produits neufs, il va y avoir l'importance de développer du contenu énormément éducatif pour se distinguer, pour devenir une marque, pour se faire reconnaître et pour créer une crédibilité. Là où ça va devenir évidemment important, c'est que si vous allez dans une boutique de la marque pour acheter, ou même un revendeur multimarque pour acheter des montres neuves, la question de l'authenticité ne va pas se poser. Et puis la montre, finalement, c'est celle qui est au catalogue, tout le monde la connaît. Voilà, c'est assez simple à expliquer, à vendre, à authentifier, etc. En revanche, quand vous vendez une montre mécanique d'occasion, là, il peut se poser la question, il va se poser la question de l'authenticité, de l'état de la montre, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle est garantie, etc. Est-ce que tous les composants sont authentiques? Et c'est pour ça qu'il est important pour ces revendeurs qui se spécialisent dans la seconde main, de se créer cette réputation pour permettre à l'acheteur potentiel de se sentir en sécurité et d'envisager l'achat via la plateforme du revendeur. C'est aussi pour ça qu'on voit énormément de ces plateformes-là qui vont créer du contenu hyper intéressant, du contenu très, très qualifié, très technique, très pointu ou de vulgarisation. Je repense évidemment à Watchfinder, notamment au travers de sa chaîne YouTube que je vous invite tous à découvrir. Il me semble que c'est la plus grande en termes d'audience de tout YouTube, donc ça vous donne un peu une idée de l'importance qu'a cette chaîne pour Watchfinder dans leur activité, mais même tout simplement pour tout passionné. Et là où c'est intéressant, je trouve, c'est la qualité de la chaîne, par les explications qu'il va y avoir sur les montres. Donc ça va être souvent des revues de montres, des comparaisons entre plusieurs modèles. Et je pense que c'est aussi une manière pour eux, là où ils sont distingués, c'est assez novateur quand ils sont lancés, c'est que ça a été, il me semble, les premiers à faire vraiment des plans macro, plus, vraiment très, très zoomé, on voit toutes les finitions de la montre. Enfin, c'était vraiment très, très qualitatif. Et puis, donc voilà, il y a les revendeurs, mais il y a aussi les marques qui vont pouvoir, et qui le font de plus en plus, qui interviennent sur ce marché-là. Parce que finalement, un petit peu comme on peut le faire aussi dans l'automobile ou dans le secteur, eux, ils ont la légitimité pour réparer, restaurer les modèles en question, pour les authentifier bien évidemment, pour les remettre à la vente. Ils connaissent évidemment leurs produits. Il y a plusieurs marques qui font ça, et une offre qui est connue, c'est celle de Vacheron Constantin avec l'offre Les Collectionneurs. Donc Les Collectionneurs, c'est une offre de montres d'occasion, vintage. C'est souvent des modèles vintage plus, ça va pas être une montre qui va avoir juste 15 ans, 20 ans d'ancienneté. Ça va être des modèles qui peuvent être vieux de plus d'un siècle, qui vont être entièrement restaurés par Vacheron Constantin, avec une garantie de 2 ans, ce qui est l'équivalent d'une montre achetée neuve, et qui va être vendue lors d'expositions itinérantes qui vont se balader de boutique en boutique de par le monde, à des collectionneurs dans le monde entier. Et puis pour les plus petites marques, donc celles qui vont avoir des volumes de production encore plus petits qu'une marque comme Vacheron Constantin, ça va être la possibilité de maîtriser entièrement le marché de la seconde main, en tout cas potentiellement. On pourrait imaginer que pour une montre qui va fabriquer quelques centaines de montres à l'année, je pense à des marques comme MB&F justement qui fait du marché, qui revend des montres de seconde main, potentiellement si eux ils arrivent à
établir leur présence sur ce marché-là, on peut imaginer qu'à terme, une immense majorité des montres MBNF, même de seconde main, ne soient vendues que via leur plateforme. Et donc c'est intéressant à plusieurs aspects. Déjà le fait que une même montre va pouvoir être vendue plusieurs fois et donc la marque va en retirer plusieurs fois des bénéfices, et la marque va connaître beaucoup plus ses clients, parce que elle vend une première fois la montre et puis elle vend une seconde fois la montre, donc il y aura eu 2 clients et ainsi de suite, et d'autres clients ultérieurs, mais voilà, la marque va à chaque fois connaître les clients sur ces transactions. Alors que si la même montre serait revendue sur un chrono 24, mettons sur eBay ou n'importe où, finalement ça se fait à l'insu de la marque, et voilà, si je reprends l'exemple de la montre MBNF, ça sera d'une certaine manière, enfin c'est pas d'une certaine manière, ça sera factuellement un deuxième client MBNF, un deuxième possesseur, mais MBNF n'aura aucune idée de qui est cette personne, ne pourra pas s'adresser à elle, ne pourra pas l'inviter à des événements, lui proposer d'autres produits, etc. Donc évidemment, des marques qui font des très très gros volumes, jamais ils ne pourront maîtriser entièrement le marché de la seconde main. Ils maîtrisent déjà même pas le marché de la montre neuve pour la plupart, passer un certain volume. Alors la seconde main, ça sera évidemment pas possible. Mais pour certaines plus petites marques, il y a définitivement un avantage concurrentiel non négligeable. Et puis un autre aspect que je trouve très intéressant aussi, ça va être l'aspect un petit peu, je dirais, anti-liste d'attente. C'est-à-dire qu'il y a énormément de frustration, on en voit partout sur les forums, sur Instagram, sur les groupes privés, sur Facebook, etc., de personnes qui vont se plaindre des délais complètement démentiels de plusieurs années, ça devient ridicule, pour acquérir certaines pièces qui sont très demandées. Et ce qui est intéressant avec la seconde main, c'est qu'il y a un côté, la montre est disponible, elle est affichée en ligne sur un site, elle est en vitrine chez Bucherer, chez Watchbox, etc. Je la veux, je la prends, je l'achète, point barre, ça s'arrête là. Alors des fois, pour les montres très demandées, ça peut être plus cher que le prix listé, mais au moins la montre est disponible immédiatement, et on n'a plus du tout cette frustration de la liste d'attente qui frustre les passionnés, qui crée une sorte de bulle un petit peu spéculative par moment, et qui apporte pas forcément que des choses très positives à cette industrie, et qui va gâcher le plaisir, contrairement à ce marché de la seconde main, où là ça va être beaucoup plus dans l'instantané, dans le plaisir. Non pas qu'il ne faille pas réfléchir et prendre le temps pour faire un achat, mais au moins une fois que ce temps de la réflexion est passé et que la décision est prise, a priori, rien ne s'oppose à acheter tout de suite la montre. Alors à titre personnel, et même si, comme je disais, il ne faut pas mettre de côté la possibilité d'un coup de cœur instantané, je considère qu'il y a souvent toute une dimension de recherche avec la montre de seconde main. Je m'explique. Quand on va être intéressé par une montre et qu'on va considérer ce marché-là, on va se renseigner généralement sur un modèle en question. On va étudier un petit peu. Tiens, si j'achète une montre d'occasion qui a, mettons, 10 ans, qui est toujours produite actuellement, je vais voir un petit peu quelles ont été les évolutions. Je vais voir que, par exemple, le calibre va changer. Est-ce que pour moi, c'est intéressant d'avoir un calibre un petit peu plus ancien qui va avoir ses spécificités, son charme ou même son obsolescence, par rapport à un calibre plus récent qui va avoir peut-être plus de réserve de marche ou d'autres caractéristiques, on va avoir peut-être un stop seconde en plus, des choses comme ça, mais on va perdre d'autres choses, ou peut-être la patine d'un modèle, etc. Tout ça pour dire qu'on va se renseigner vraiment sur le modèle, sur son historique, et je trouve ça très intéressant. On va rechercher évidemment la valeur sur le marché de ce modèle qu'on aura identifié. Pour savoir à quel prix il faut l'acheter. Une fois qu'on va avoir déterminé ce prix, on va ensuite chercher la bonne affaire, la bonne occasion. On va vouloir une montre qui soit au bon prix qu'on aura déterminé, mais qui soit cohérente par rapport à son état, au fait qu'elle va avoir sa boîte, ses papiers, etc. Et finalement, c'est si elle a été révisée, par exemple, c'est tout un travail qui, selon moi, va rendre encore plus intéressant la quête d'une montre.
et que je vous encourage évidemment à faire si vous êtes dans la recherche d'une montre de seconde main. Alors bien évidemment, il y a plein de recherches aussi à faire quand on achète une montre neuve, mais pour conclure cet épisode, je dirais que dans un cas ou dans l'autre, ce qui va être intéressant, ça va être toute cette dimension un petit peu de quête et de recherche et d'approfondissement sur le modèle. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.